Le soleil de Matera se levait paresseusement sur les collines dorées, projetant de longues ombres sur la ferme isolée de Giovanni Moretti. Depuis 8 années déjà, le veuf de 43 ans avait trouvé dans cette routine silencieuse un refuge fragile contre la douleur qui l'habitait encore. Chaque matin, il se levait avant l'aube, nourrissait le bétail, réparait les clôtures et entretenait les oliviers centenaires qui bordèrent sa propriété. Les jours écoulaient dans un rythme monotone, ponctué seulement par le tintement lointain des cloches du troupeau et le grincement familier du bois du hangar. Isabella avait disparu de sa vie comme un souffle éteint par le vent, laissant derrière elle un vide que Giovanni tentait de combler par le travail acharné. Sa maison de pierre blanche, autrefois remplie de rires et de conversations animées, résonnait désormais du seul écho de ses pas solitaires. Les meubles conservaient encore l'empreinte de sa présence. Le fauteuil en osier où elle aimait tricoter au coucher du soleil, la bibliothèque aux livres soigneusement rangés, la cuisine où flottait encore, par moments, le parfum imaginaire de ses pâtes maison. Cette matinée d'été sembla différente dès le réveil. L'air était plus lourd, chargé d'une électricité inhabituelle qui faisait danser la poussière dans les rayons de soleil. Giovanni accomplissait ses tâches habituelles lorsqu'un mouvement près du portail attira son attention. Une silhouette féminine se dessinait contre la lumière aveuglante, hésitante, comme si elle pesait chaque pas avant de le faire. En s'approchant, Giovanni découvrit une jeune femme aux traits délicats mais marqués par l'inquiétude. Martina Bianchi, 17 ans à peine, portait une robe simple en coton bleu délavé qui ne parvenait pas à dissimuler entièrement son état. Ses cheveux bruns tombaient en mèches désordonnées sur ses épaules et ses yeux noisettes reflétaient une peur ancienne, profonde, qui semblait avoir pris racine bien avant ce matin-là. « Monsieur », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « je cherche un endroit où rester. Juste quelques jours, le temps de… » Elle ne termina pas sa phrase, mais Giovanni comprit. Dans son regard suppliant, il reconnut quelque chose qu'il avait déjà vu dans les yeux d'Isabella lors des moments difficiles. Ce mélange de vulnérabilité et de détermination qui caractérise ceux qui fuient quelque chose de plus grand qu'eux. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il simplement, sans jugement dans la voix. Martina hocha la tête, ses mains se crispant instinctivement sur le petit sac de toile qu'elle portait en bandoulière. « Je peux payer » ajouta-t-elle rapidement, sortant quelques billets froissés. « Je ne veux pas être un fardeau. » Giovanni observa cette jeune femme fragile et sentit quelque chose se réveiller en lui, une compassion qu'il avait cru éteinte avec Isabella. Peut-être était-ce la façon dont elle se tenait, droite malgré sa peur, ou cette lueur de courage qui brillait au fond de ses yeux malgré les circonstances. « Gardez votre argent, dit-il en ouvrant le portail. La maison est grande, et j'ai une chambre d'amis qui ne sert plus à rien depuis longtemps. » Le soulagement qui traversa le visage de Martina fut si intense que Giovanni dut détourner le regard, ému malgré lui. En la guidant vers la maison, il remarqua qu'elle jetait de fréquents coups d'œil par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un la suivre. « De qui fuyez-vous » demanda-t-il, alors qu'ils traversèrent la cour pavée. « Raffaele Mancini » répondit-elle dans un souffle, prononçant ce nom comme s'il brûlait sa langue. Giovanni s'arrêta net. Ce nom, il l'avait déjà entendu murmurer dans les bars de la ville, toujours accompagné de regards furtifs et de voix baissées. Raffaele Mancini était un homme dont l'influence étendait comme une toile d'araignée sur toute la région, tissant des liens dans les administrations, les commerces et même, disait-on, dans les forces de l'ordre. « Il sait où vous êtes ?» demanda Giovanni, soudain conscient que sa tranquille ferme pourrait ne plus être le refuge qu'il avait cru. « Pas encore, » répondit Martina. Mais il finit toujours par trouver. Ces mots résonnèrent dans l'air comme un présage. Giovanni regarda sa propriété d'un œil nouveau. Les collines qui l'entouraient, autrefois protectrices, lui parurent soudain exposées. Chaque arbre, chaque rocher pouvait dissimuler des yeux indiscrets. Le chemin de terre qui menait à la route principale
qu'il avait toujours considéré comme un cordon ombilical avec le monde extérieur, se transformait maintenant en voie d'accès pour des éventuels dangers. Mais il était trop tard pour reculer. En ouvrant ce portail, Giovanni avait scellé leur destin commun, sans se douter que ce simple geste de compassion allait réveiller des forces qu'il ne soupçonnait pas. La ferme, qui avait été son sanctuaire pendant 8 années, allait bientôt devenir le théâtre d'un jeu bien plus complexe et dangereux qu'il ne l'imaginait. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos está viendo. Seguimos. Les premiers jours de la cohabitation S écoulèrent dans un calme trompeur qui rappelait à Giovanni ces moments de silence précédant les orages des étés. Martina S était installée dans la chambre d'amis, celle qui donnait sur le verger d'oliviers, et semblait reprendre des couleurs peu à peu. Elle aidait aux tâches ménagères sans qu'on le lui demande, préparait des repas simples mais savoureux et parlait peu, comme si chaque mot risquait de trahir un secret trop lourd à porter. Giovanni observait cette jeune femme avec un mélange de curiosité et de précaution. Il y avait en elle quelque chose qui lui rappelait Isabella. Non pas physiquement, mais dans cette façon de se mouvoir avec grâce, malgré les circonstances difficiles. Parfois, il la surprenait à regarder par la fenêtre de la cuisine, les mains posées sur son ventre encore discret, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait pas. C'est au 4e matin de sa présence que Giovanni remarqua les premières anomalies. En sortant pour nourrir les poules, il découvrit des empreintes de bottes dans la terre humide près du portail principal. Ces traces ne lui appartenaient pas, et Martina portait des sandales légères. Les empreintes étaient nettes, récentes, et semblaient indiquer qu'une personne avait stationné là pendant un certain temps, observant peut-être la maison dans l'obscurité. Il décida de ne rien dire à Martina pour ne pas l'alarmer, mais resta vigilant. Le soir même, alors qu'il vérifiait les outils dans le hangar, il constata la disparition de sa meilleure hache et de plusieurs clous. Ce n'était pas un vol ordinaire. Pourquoi prendre une hache et laisser les objets de valeur? Cette sélection étrange l'inquiétait plus qu'un cambriolage classique. Le lendemain matin, la hache réapparut, mais cassée en deux, le manche fendu net comme par un coup violent. Elle était posée bien en évidence sur le muret de pierre qui bordait la cour, impossible à manquer. Giovanni sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas un hasard, c'était un message. Quelqu'un voulait lui faire comprendre qu'il était observé, que sa tranquillité était fragile. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Martina en le voyant examiner l'outil brisé. « Non, rien d'important » mentit-il, glissant rapidement les morceaux de la hache dans un sac. Juste du matériel défaillant, mais Martina N n'était pas dupe. Ses yeux s'attardèrent sur le visage tendu de Giovanni, puis balayèrent les alentours avec cette même inquiétude qu'elle avait montrée en arrivant. Elle savait reconnaître les signes du danger, et cette compétence, acquise trop jeune, la rendait particulièrement sensible aux changements d'atmosphère. Cette nuit-là, Giovanni décida de faire des rondes. Vers 2 heures du matin, il se glissa dehors silencieusement, armé d'une lampe de poche et d'un vieux fusil de chasse qu'Isabella l'avait toujours supplié de ranger dans un coffre. La campagne nocturne baignait dans un silence lourd, troublé seulement par le chant lointain des grillons et le bruissement du vent dans les oliviers. C'est alors qu'il l'entendit, le craquement caractéristique d'une branche sous un pied. Le son venait de la direction du portail, là où il avait trouvé les empreintes. Giovanni éteignit sa lampe et progressa à tâtons, le cœur battant. Arrivé près de la clôture, il scruta l'obscurité, mais ne vit rien. Pourtant, il était certain de ne pas avoir rêvé. Quelqu'un avait été là, quelqu'un qui connaissait suffisamment les lieux pour s'enfuir sans bruit dès qu'il avait été repéré. Le matin suivant apporta une nouvelle surprise troublante. En ouvrant la porte principale, Giovanni découvrit un petit billet plié en 4, glissé sous le battant. L'écriture était hâtive, presque illisible. « Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Méfiez-vous de ceux qui sourient en ville. » Giovanni froissa rageusement le papier, mais les mots résonnaient déjà dans sa tête.
Qui connaissait la situation de Martina? Qui savait qu'elle se trouvait chez lui? Et surtout, ce message venait-il d'un allié ou d'un ennemi déguisé? L'après-midi même, alors qu'il se rendait au marché du village pour acheter des provisions, Giovanni remarqua qu'une carriole inconnue était stationnée sur la route qui menait à sa ferme. Le conducteur, un homme aux cheveux gris, portant une casquette enfoncée sur les yeux, semblait attendre quelque chose. Quand leurs regards se croisèrent, l'inconnu détourna immédiatement la tête et fit claquer les rênes de son cheval. De retour à la ferme, Giovanni trouva Martina dans un état d'agitation inhabituel. Elle faisait les 100 pas dans la cuisine, se tordant les mains nerveusement. « Il y a eu du bruit près de ma fenêtre », dit-elle sans préambule. Comme si quelqu'un marchait dans les graviers. J'ai regardé, mais je n'ai rien vu. Cette fois, Giovanni ne put garder ses inquiétudes pour lui. Il lui parla des empreintes, de la hache brisée, du billet mystérieux. Au fur et à mesure de son récit, le visage de Martina se décomposait. « Il nous a trouvés », murmura-t-elle, une main posée instinctivement sur son ventre. « Raffaele nous a trouvés ». Le nom résonna dans la cuisine comme une malédiction. Giovanni sentit que leur refuge paisible venait de basculer définitivement vers quelque chose de plus sombre et de plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Les jours suivants s'écoulèrent dans une atmosphère de vigilance constante qui transformait chaque bruit familier en source d'inquiétude. Giovanni avait renforcé les serrures, vérifié les clôtures et demandé discrètement à son voisin le plus proche, Paolo Rossi, de garder l'œil ouvert. Mais c'est justement Paolo qui lui apporta des nouvelles troublantes lors de sa visite hebdomadaire. « Des étrangers sont venus au village », annonça le vieil homme en sirotant son café dans la cuisine de Giovanni. « Ils posaient des questions sur toi, sur ta ferme. Ils voulaient savoir si tu avais de la famille, des invités récents. » Giovanni sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?»« Rien du tout, mais d'autres ont peut-être parlé. Tu sais comment c'est au village? Les langues se délident facilement. » Martina, qui était restée silencieuse dans un coin de la pièce, se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules étaient tendues et Giovanni pouvait voir qu'elle luttait contre la panique. « Il faut que je parte », dit-elle soudain, sans se retourner. « Ma présence ici vous met en danger. »« Non », répondit fermement Giovanni. « Fuir ne résoudra rien. Raphaël vous retrouvera où que vous alliez. » Cette nuit-là, l'angoisse empêcha Giovanni de dormir. Il arpentait la maison dans l'obscurité, s'arrêtant devant les fenêtres pour scruter les alentours. C'est lors d'une de ces rondes qu'il remarqua quelque chose de étrange dans le salon. Le vieux réveil d'Isabella, celui en laiton doré qu'elle avait hérité de sa grand-mère, était arrêté exactement à 3h17. Il remonta le mécanisme, ajusta les aiguilles, mais le lendemain matin, le réveil affichait de nouveau la même heure. Cette obsession de l'objet pour cette heure précise le troublait profondément. Isabella avait toujours prétendu que ce réveil ne s'arrêtait jamais, qu'il était le cœur battant de la maison. Intrigué et cherchant peut-être une distraction à ses angoisses, Giovanni décida d'explorer les affaires d'Isabella qu'il avait rangées dans le grenier après sa disparition. Il y avait des années qu'il n'y était pas monté, par peur de raviver une douleur trop vive. Mais les circonstances actuelles lui donnèrent le courage de fouiller dans ce passé douloureux. Le grenier sentait la poussière et les souvenirs oubliés. Des rayons de soleil filtraient à travers les petites fenêtres, illuminant des particules qui dansaient dans l'air stagnant. Giovanni ouvrit précautionneusement la première malle, vêtements soigneusement pliés, bijoux dans des écrins de velours, lettres attachées par des rubans. Au fond, ses doigts effleurèrent quelque chose d'inhabituel. Était un panneau de bois dissimulé, presque invisible. En le soulevant, Giovanni découvrit un compartiment secret contenant une liasse de documents jaunis et une enveloppe scellée portant son nom de L, écriture délicate d'Isabella. Ses mains tremblaient en brisant le cachet de cire. « Mon cher Giovanni », commençait la lettre. « Si tu lis ces lignes, c'est que les circonstances t'ont mené à chercher des réponses que j'aurais dû te donner de mon vivant. Notre ferme cache un secret que ma famille protège depuis des générations.
Derrière l'olivier le plus ancien, celui avec la cicatrice en forme de croix sur le tronc, se trouve quelque chose de précieux. Si un jour le danger frappe à notre porte, souviens-toi, 3h17 est l'heure où tout a commencé, et c'est peut-être l'heure où tout peut finir. Giovanni relut la lettre plusieurs fois, le cœur battant. L'olivier avec la cicatrice, il le connaissait bien. C était le plus gros de sa propriété, planté par l'arrière-grand-père d'Isabella selon la légende familiale. Et cette heure, 3h17, qui hantait maintenant son réveil, il descendit précipitamment du grenier et se dirigea vers l'arbre en question. Effectivement, une vieille cicatrice en forme de croix marquait son tronc épais. Giovanni examina le sol autour des racines et remarqua que la terre semblait moins tassée à un endroit précis. Avec une pelle, il creusa prudemment et découvrit une boîte en métal enterrée à faible profondeur. À l'intérieur, il trouva des pièces d'or anciennes, quelques bijoux de valeur, mais surtout des documents qui faisaient référence à un trésor caché par les partisans durant la Seconde Guerre mondiale. Sa ferme avait servi de point de ralliement et de cache pour la résistance locale. Isabella le savait. Sa famille avait gardé ce secret pendant des décennies. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix de Martina le fit sursauter. Elle se tenait derrière lui, les yeux écarquillés devant la boîte ouverte. « Isabella m'a laissé un message », expliqua Giovanni. Elle savait qu'un jour, quelqu'un pourrait venir chercher ce trésor. Soudain, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Et si Raffaele Mancini ne venait pas seulement pour Martina? Et si sa connaissance de la ferme, son insistance à surveiller la propriété, cachait un autre motif? Le réveil, qui s'arrêtait à 3h17, prenait maintenant un sens différent. C'était peut-être un signal, un code qu'Isabella avait programmé pour le guider vers la vérité. Giovanni regarda Martina, puis la boîte au trésor, comprenant que leur situation était bien plus complexe qu'une simple fuite amoureuse. Ils étaient au centre d'un mystère qui dépassait leurs histoires personnelles et plongeait ses racines dans l'histoire de la région elle-même. La découverte du trésor avait changé la donne. Mais Giovanni savait qu'il lui manquait encore des pièces essentielles du puzzle. Cette nuit-là, il cacha soigneusement la boîte dans une nouvelle cachette, derrière la cheminée de la cave, et décida d'enquêter plus profondément sur les liens entre Raffaele Mancini et l'histoire de sa ferme. Le lendemain matin, laissant Martina en sécurité à la maison avec des instructions strictes de ne pas sortir, Giovanni se rendit en ville sous prétexte de faire des courses. Sa véritable destination était la bibliothèque municipale, où les archives locales pourraient lui révéler des informations sur la période de guerre et les activités de résistance dans la région. Madame Carboni, la bibliothécaire aux cheveux argentés, l'accueillit avec surprise. Giovanni N. n'était pas un habitué des lieux depuis la disparition d'Isabella, qui adorait fouiner dans les vieux livres d'histoire locale. « Je m'intéresse à l'histoire de ma ferme pendant la guerre », expliqua-t-il simplement. « Ah, la propriété Moretti », sourit la vieille dame. « Votre épouse venait souvent consulter ces documents. Elle s'intéressait beaucoup aux récits de la résistance. » Cette révélation surprit Giovanni. Isabella ne lui avait jamais parlé de ses recherches. Madame Carboni le guida vers une section d'archives poussiéreuses et sortit plusieurs dossiers. Tenez, voici ce qu'elle consultait le plus souvent. Giovanni découvrit avec stupéfaction que sa ferme avait effectivement servi de point de ralliement pour les partisans. Plus troublant encore, il trouva une photo datée de 1943 montrant un groupe de résistants devant sa maison. Parmi eux, il reconnut le grand-père d'Isabella, mais aussi un jeune homme aux traits familiers qu'il mit quelques minutes à identifier. C était Raffaele Mancini, ou plutôt son grand-père, d'après la ressemblance frappante. « Les familles Bianchi et Mancini ont une histoire commune », murmura Madame Carboni en pointant la photo. « Ils étaient alliés pendant la guerre. Puis, quelque chose s'est passé. »« Quoi donc ?» pressa Giovanni. « Un trésor a disparu. On dit qu'il y a eu une trahison, mais personne n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Les deux familles se sont brouillées définitivement. » Le cœur de Giovanni s'emballa. Martina Bianchi, ce nom de famille N n'était pas un hasard.
Elle était liée à cette histoire et Raffaele le savait probablement. Sa poursuite de la jeune femme n'était peut-être pas seulement motivée par des raisons personnelles, mais par cette vieille querelle familiale. En rentrant à la ferme, Giovanni trouva Martina dans un état d'agitation extrême. Elle l'attendait sur le perron, les yeux rougis par les larmes. « Ils sont venus ?» dit-elle d'une voix étranglée. « 2 hommes. Ils ont fouillé partout. Retournez la maison. Ils cherchaient quelque chose. » Giovanni inspecta rapidement les dégâts. Les intrus avaient été méthodiques, fouillant chaque recoin, déplaçant les meubles, vidant les tiroirs. Mais ils n'avaient rien cassé de précieux, comme s'ils respectaient les lieux tout en cherchant quelque chose de spécifique. « Ils ont dit quelque chose ?» demanda-t-il. L'un d'eux a murmuré « Ce n'est pas ici. Il faut chercher ailleurs. » Puis, ils sont partis quand ils ont entendu votre camion arriver. Giovanni comprit que le temps jouait contre eux. Il devait révéler à Martina ce qu'il avait découvert, même si cela risquait de bouleverser sa vision des choses. « Martina, » commença-t-il doucement, « votre nom de famille, Bianchi. Vous connaissez l'histoire de votre famille pendant la guerre. » Le visage de la jeune femme se figea. « Mon grand-père parlait parfois de cette époque, mais toujours avec amertume. Il disait que les Mancini avaient trahi leur confiance. Et Raphaël, que sait-il de cette histoire ? » « Tout, » répondit-elle dans un souffle. « Il prétend que ma famille a volé quelque chose qui appartenait à la sienne. C'est pour cela qu'il s'est intéressé à moi au début. Il pensait que je pourrais l'aider à récupérer ce qu'il considère comme son héritage. » Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Raphaël N n'était pas seulement un homme dangereux s'acharnant sur une jeune femme enceinte. Il était l'héritier d'une vengeance familiale, et il soupçonnait que le trésor recherché se trouvait quelque part sur la propriété de Giovanni. « Il sait que vous êtes ici, » dit Giovanni. « Et maintenant, il sait aussi que le trésor existe vraiment. » Martina porta une main à son ventre, comme pour protéger l'enfant qu'elle portait. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Avant que Giovanni puisse répondre, un bruit de moteur se fit entendre au loin. Une voiture remontait lentement le chemin de terre menant à la ferme. Par la fenêtre, ils virent une berline noire s'arrêter devant le portail. 3 hommes en descendirent, dirigés par une silhouette élégante en costume sombre. « Raffaele » murmura Martina, pâlissant. L'homme s'avança vers la maison, avec une démarche assurée, flanqué de ses 2 acolytes. Il était plus jeune que Giovanni ne l'avait imaginé, la trentaine à peine, avec des traits fins et des yeux perçants qui semblaient évaluer chaque détail de la propriété. Giovanni sentit que le moment de vérité approchait. Toutes les menaces voilées, tous les signes d'intimidation des derniers jours n'avaient été qu'un prélude à cette confrontation directe. Il serra les poings, prêt à défendre Martina et les secrets que sa ferme abritait, même s'il ne comprenait pas encore entièrement les enjeux de cette guerre silencieuse qui se jouait autour de lui. Giovanni prit une profonde respiration et ouvrit la porte avant que Raffaele n'ait le temps de frapper. L'homme se tenait là, impeccable dans son costume anthracite, un sourire froid aux lèvres. De près, sa ressemblance avec l'homme de la photo de 1943 était encore plus frappante. Les mêmes yeux sombres et calculateurs, la même mâchoire volontaire. « Monsieur Moretti » dit Raffaele d'une voix posée, presque courtoise. « Je me présente, Raffaele Mancini. Je crois que vous hébergez quelqu'un qui m'appartient. » « Personne n'appartient à personne » répliqua fermement Giovanni, bloquant l'entrée de son corps. Le sourire de Raffaele S. élargit, mais ses yeux restèrent glacés. « Permettez-moi de reformuler. Quelqu'un que je recherche se trouve chez vous, et accessoirement, quelque chose qui appartient légitimement à ma famille. » Derrière Giovanni, Martina apparut dans l'embrasure de la porte. En voyant Raphaël, elle recula instinctivement, mais força sa voix à rester ferme. « Je t'ai dit que ceci était fini entre nous. Je ne reviendrai pas. Ma chère Martina, » susurra Raphaël, « il ne s'agit plus seulement de nous deux maintenant, n'est-ce pas? Il s'agit de bien plus que ça. » Son regard se porta au-delà d'eux, scrutant l'intérieur de la maison comme s'il cherchait quelque chose de précis. « Cette propriété cache des secrets que votre famille et la mienne partagent depuis longtemps, monsieur Moretti.
des secrets que ma bien-aimée Isabella connaissait parfaitement. Elle, évocation de sa défunte épouse, fit l'effet d'une gifle à Giovanni. « Comment osez-vous parler d'Isabella ? Parce qu'elle et moi, nous nous connaissions bien, » révéla Raffaele avec un plaisir évident. « Nous nous rencontrions régulièrement à la bibliothèque. Elle me racontait ses recherches sur l'histoire de votre ferme, sur le trésor de la résistance que nos grands-pères ont caché ensemble. » Giovanni sentit le sol se dérober sous ses pieds. Isabella rencontrait secrètement Raffaele. Tous ces après-midi où elle prétendait aller faire des courses, toutes ces visites à la bibliothèque. « Vous mentez », articula-t-il difficilement. Isabella était une femme remarquable, continua Raffaele, savourant visiblement la douleur qu'il infligeait. Intelligente, curieuse, elle avait compris que ce trésor devait être partagé équitablement entre nos familles, comme l'avaient prévu nos ancêtres, avant que les Bianchi ne disparaissent avec. Il désigna Martina d'un geste théâtral. Et voilà qu'une descendante Bianchi réapparaît dans ma vie. N'est-ce pas là un signe du destin ? Martina s'avança, tremblante de rage. « Tu mens ! Mon grand-père m'a dit que c'est ta famille qui a trahi la résistance, qui a vendu des informations aux fascistes. » « Chacun raconte l'histoire à sa façon, » répliqua calmement Raffaele. « La vérité, c'est que ce trésor a été caché ici, sur cette propriété, et qu'il m'appartient autant qu'à quiconque. » Il fit un signe à ses hommes, qui se rapprochèrent imperceptiblement. « Je propose un arrangement, vous me donnez ce que je cherche, et en échange, je laisse Martina tranquille. Elle pourra élever son enfant en paix. » « Et si nous refusons ?» demanda Giovanni. Le masque de courtoisie de Raffaele tomba soudain, révélant une froideur implacable. Alors les choses deviendraient désagréables, pour vous tous. C'est à ce moment que Giovanni comprit qu'il devait jouer son va-tout. Il ne pouvait plus se contenter de subir les événements. « Vous voulez la vérité sur le trésor ?» dit-il soudain. « Me suivez-moi. » Ignorant les regards surpris de Martina et l'expression intriguée de Raffaele, Giovanni se dirigea vers l'olivier centenaire. Il sentait tous les regards braqués sur lui, mais il avait pris sa décision. Il était temps de révéler ce qu'il avait découvert. « C'est ici !» annonça-t-il en montrant l'arbre à la cicatrice. « Votre précieux trésor était enterré ici. » Raffaele s'approcha, les yeux brillants d'avidité. « Était ? Isabella l'a déterré il y a des années, » mentit Giovanni avec aplomb. « Elle l'a donné aux autorités compétentes. Il se trouve maintenant dans un musée de la Résistance à Rome. » Le visage de Raffaele se décomposa. « Impossible. Elle ne m'en a jamais parlé. »« Parce qu'elle avait découvert la vérité sur votre famille, » continua Giovanni, improvisant dangereusement. « Elle savait que vous ne méritez pas cet héritage. » La colère de Raffaele explosa soudain. Il saisit Giovanni par le col de sa chemise. « Vous mentez! Isabella n'aurait jamais fait ça !»« Isabella était une femme de principe, » répliqua Giovanni en soutenant son regard. « Une chose que vous ne comprendrez jamais. » Pendant quelques secondes, la tension fut si intense que l'air sembla se solidifier autour d'eux. Puis, inexplicablement, Raffaele lâcha prise et recula, un sourire étrange aux lèvres. « Très bien, » dit-il d'une voix redevenue douce. « Vous voulez jouer ? Jouons » Il fit signe à ses hommes de se retirer. « Cette conversation n'est pas terminée, monsieur Moretti. Nous nous reverrons très bientôt. » En remontant vers sa voiture, il se retourna une dernière fois. « Réfléchissez bien à ce que vous valez vraiment de protéger. Et demandez-vous pourquoi Isabella ne vous a jamais parlé de nos rencontres. » La berline noire disparut dans un nuage de poussière, laissant Giovanni et Martina seuls dans un silence lourd de menaces non formulées. Après le départ de Raffaele, Giovanni et Martina restèrent un long moment silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Les révélations sur Isabella avaient ébranlé Giovanni plus qu'il ne voulait l'admettre. Comment la femme qu'il aimait, qu'il croyait connaître par cœur, avait-elle pu lui cacher des rencontres si importantes ? « Giovanni, » dit doucement Martina, « il faut que je vous dise quelque chose sur Raffaele et moi. » Elle s'assit sur le muret de pierre, les mains jointes sur ses genoux. Ce qu'il a dit, notre relation haine, n'était pas ce qu'elle semblait être.
Au début, oui, j'ai cru qu'il m'aimait vraiment. Il était charmant, attentionné, mais peu à peu, j'ai compris qu'il s'intéressait surtout à mon nom de famille. Giovanni s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Racontez-moi tout. » Raphaël m'a expliqué que nos familles avaient été alliées pendant la guerre, puis qu'il y avait eu une trahison. Selon lui, mon grand-père aurait volé un trésor qui appartenait autant aux Mancini qu'aux Bianchi. Il voulait que je l'aide à le retrouver, que je fouille dans les affaires de ma famille. Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. Quand j'ai refusé, quand j'ai découvert que J était enceinte, il est devenu différent, menaçant. Il disait que l'enfant était sa garantie, que maintenant je ne pourrais plus lui échapper. Giovanni sentit une rage sourde monter en lui. Mais avant qu'il puisse répondre, un détail le frappa. « Martina, votre grand-père vit encore ?»« Oui, dans une maison de retraite près de Naples. »« Pourquoi ?»« Il pourrait nous dire la vérité sur cette histoire. Il connaît peut-être la vraie version des faits. » L'après-midi même, ils se rendirent chez Paolo Rossi pour lui emprunter son téléphone. Le vieil homme ne posa pas de questions, comprenant que la situation était grave. Martina composa le numéro de la maison de retraite et demanda à parler à son grand-père. « Nono? C'est Martina. »« Oui, je vais bien. Écoute, j'ai besoin de savoir quelque chose sur la guerre, sur les Mancini. » Giovanni observa le visage de la jeune femme changer d'expression au fur et à mesure de la conversation. Elle pâlit, puis rougit, puis sembla choquée. « Tu es certain? »« Oui, je comprends. Merci, nonno. » Elle raccrocha, tremblante. « Giovanni, il faut que nous retournions chez vous. Tout de suite. Mon grand-père m'a dit quelque chose d'incroyable. » De retour à la ferme, Martina l'entraîna directement vers le grenier. Mon grand-père m'a dit qu'Isabella était venue le voir il y a 2 ans. Elle voulait connaître la véritable histoire du trésor. Giovanni sentit son cœur s'arrêter. « Isabella a rencontré votre grand-père ?»« Oui, et il lui a révélé un secret que notre famille garde depuis la guerre. Le trésor que tout le monde recherche, il n'a jamais existé. »« Ah, comment ça ?» Martina se dirigea vers une poutre spécifique du grenier et tâtonna le long du bois. Mon grand-père m'a expliqué exactement où chercher. Isabella a caché quelque chose ici, après leur rencontre. Ses doigts trouvèrent une petite encoche dans le bois. En appuyant dessus, un mécanisme se déclencha et un petit compartiment s'ouvrit. À l'intérieur, une enveloppe portant le nom de Giovanni. « Mon cœur » commençait la lettre d'Isabella. « Si tu lis ces mots, c'est que Raffaele a fini par venir chez nous. Je savais que ce jour arriverait. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est vrai, mais pas pour les raisons qu'il prétend. J'enquêtais sur lui, sur sa famille, pour te protéger. » Giovanni poursuivit la lecture, les mains tremblantes. « Le trésor de la résistance est un mythe créé par le grand-père de Raffaele pour dissimuler ses vrais crimes. Il n'était pas un résistant, mais un collaborateur qui a vendu des informations aux fascistes. Quand les partisans l'ont découvert, il a inventé cette histoire de trésor volé pour détourner l'attention et salir la réputation des Bianchi, qui étaient de vrais héros de la résistance. » La révélation était stupéfiante. Isabella continuait. « Le grand-père de Martina Bianchi a confirmé cette version. Il m'a montré des documents, des preuves. Raphaël ne le sait pas, mais il recherche quelque chose qui n'existe pas. Le vrai trésor, ce sont les documents que j'ai cachés, qui prouvent la collaboration de sa famille avec l'ennemi. »« Mais alors, » murmura Giovanni, « les pièces d'or que j'ai trouvées sous l'olivier ?» Martina sourit à travers ses larmes. D'après mon grand-père, C était l'épargne personnelle de la famille d'Isabella, cachée pendant la guerre par précaution. Rien à voir avec un hypothétique trésor de la résistance. Giovanni termina la lettre d'Isabella. « Mon amour, si Raffaele découvre la vérité sur son grand-père, sa soif de vengeance se transformera en rage destructrice. Utilise ces informations avec prudence. Et surtout, souviens-toi que je t'aime plus que ma propre vie. » Un document était joint à la lettre. Des photocopies de rapports de police de l'époque, prouvant effectivement la collaboration du grand-père Mancini avec les forces d'occupation.
Isabella savait, murmura Giovanni, ému. Elle savait tout et elle nous protégeait, même après sa disparition. Martina posa une main consolatrice sur son épaule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit la vérité à Raffaele? Giovanni réfléchit intensément. Révéler à Raffaele que son grand-père était un traître pourrait effectivement le rendre dangereux, mais continuer à mentir risquait de prolonger indéfiniment cette menace. Non, dit-il finalement, nous allons utiliser ces informations différemment. Isabella nous a donné les armes pour nous défendre. Il est temps de passer à l'offensive. Le soleil se couchait sur Matera, teintant les collines d'orange et de pourpre. Giovanni savait que le lendemain apporterait le dénouement de cette histoire complexe, mais pour la première fois depuis l'arrivée de Martina, il se sentait véritablement maître de la situation. Le lendemain matin, Giovanni prit une décision audacieuse. Au lieu d'attendre que Raffaele revienne les menacer, il décida de prendre les devants. Il téléphona à l'homme d'affaires depuis le village et lui proposa un rendez-vous dans un lieu neutre, la place principale de Matera, en plein jour, devant témoins. « Vous voulez négocier ?» demanda Raffaele, surpris par cette initiative. « Je veux vous montrer quelque chose qui changera votre perspective sur toute cette histoire, » répondit Giovanni. « Une dernière chance de résoudre cette affaire civilement. » Raffaele accepta, intrigué. L'après-midi même, Giovanni et Martina se rendirent au rendez-vous, portant une chemise contenant les documents d'Isabella. La place grouillait de monde, touristes, commerçants locaux, enfants jouant près de la fontaine. Raffaele était déjà là, seul cette fois, élégant comme toujours, mais avec une tension visible dans ses traits. « Alors, dit-il en s'approchant, vous avez retrouvé votre langue? Vous allez me dire où est le véritable trésor. » « Le trésor ?» Giovanni sourit amèrement. « Raffaele, asseyez-vous. Il est temps que vous appreniez la vérité sur votre famille. » L'expression de l'homme changea. « De quoi parlez-vous » Giovanni sortit les documents de la chemise. « Voici des rapports de police de 1943. Votre grand-père, celui que vous vénérez comme un héros de la résistance, était en réalité un collaborateur. Il vendait des informations aux fascistes contre de l'argent. Raffaele pâlit, mais garda son sang-froid. « C'est impossible, ces documents sont des faux. Isabella les a authentifiés, » continua Giovanni. « Elle a passé des mois à enquêter sur votre famille. Vous voulez savoir pourquoi elle vous rencontrait? Pas pour vous aider à trouver un trésor, mais pour rassembler des preuves contre vous. » Martina prit le relais, sa voix ferme malgré l'émotion. « Mon grand-père m'a tout expliqué. Votre ancêtre a inventé cette histoire de trésor volé pour salir la réputation de ma famille et détourner l'attention de ses propres crimes. Les Bianchi n'ont jamais rien volé parce qu'il n'y avait rien à voler. » Raphaël examina les documents, son visage passant par différentes expressions, incrédulité, colère, puis une sorte de vide. « Non, non, ce n'est pas possible. Toute ma vie, j'ai cru... » « Vous avez cru à un mensonge, » dit doucement Giovanni. « Un mensonge créé pour protéger l'honneur d'un traître. » L'homme d'affaires resta silencieux pendant de longues minutes, fixant les papiers qui s'agitaient légèrement dans la brise de l'après-midi. Autour d'eux, la vie continuait. Les conversations animées des habitants, le rire des enfants, le clapotis de la fontaine. Raphaël semblait soudain étrangement fragile, comme si toute sa prestance s'effondrait d'un coup. « Toute ma haine, » murmura-t-il finalement, « toute ma colère contre les Bianchi, tout ça pour rien. »« Pas pour rien, » répliqua Martina avec une fermeté surprenante. « Pour une leçon. » La vérité finit toujours par éclater, même après des décennies. Raffaele leva les yeux vers elle, et pour la première fois, Giovanni y lut non pas de la menace, mais quelque chose qui ressemblait à des regrets. « Martina, ce que j'ai fait, la façon dont je t'ai traité, vous avez construit votre vie sur un mensonge, » l'interrompit-elle. « Mais maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à perpétuer cette erreur, ou vous pouvez décider de changer. » Giovanni observait cette scène avec fascination.
La révélation de la vérité était en train d'opérer une transformation profonde chez Raffaele. L'homme hautain et menaçant des jours précédents semblait s'effacer pour laisser place à quelqu'un de plus humain, de plus vulnérable. Isabella savait tout cela? Demanda Raffaele. Elle protégeait ceux qu'elle aimait? Répondit Giovanni. Même vous, d'une certaine façon. Elle aurait pu révéler ces informations publiquement, détruire votre réputation. Elle ne l'a pas fait. Raffaele ferma les yeux un moment, puis se leva lentement. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Il se tourna vers Martina. L'enfant que tu portes ne vous appartient pas, termina-t-elle fermement. Il ne vous a jamais appartenu. Je sais, répondit-il simplement. Je le sais maintenant. Il commença à s'éloigner, puis se retourna une dernière fois. Giovanni, Martina, je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux au moins arrêter de le faire. Vous ne me reverrez plus. C'est ma promesse. Ils le regardèrent disparaître dans la foule. Cet homme brisé par la révélation que toute sa quête de vengeance était basée sur un mensonge. Giovanni sentit un poids énorme ôté de ses épaules. « C'est vraiment fini ?» demanda Martina. « Oui, » répondit Giovanni. « Grâce à Isabella, c'est fini. » 3 mois plus tard, la ferme avait retrouvé sa tranquillité. Mais était une paix différente de celle d'avant. Martina avait décidé de rester, et sa présence avait redonné vie à la maison silencieuse. Son ventre s'arrondissait maintenant visiblement, et elle rayonnait de cette sérénité particulière aux femmes qui portent la vie. Giovanni avait transformé l'ancienne chambre d'Isabella en nurserie, gardant précieusement quelques objets personnels de sa défunte épouse, mais faisant place au futur. Le réveil en laiton ne s'arrêtait plus à 3h17. Il fonctionnait normalement, comme si le secret révélé avait libéré son mécanisme. Un soir, alors qu'il dînait tranquillement sur la terrasse face au coucher de soleil, Martina posa sa main sur celle de Giovanni. « Isabella aurait été fière de vous, » dit-elle doucement. « Elle nous a tous sauvés, » répondit Giovanni. « Même Raffaele, à sa façon. » Le nom de l'homme d'affaires ne les faisait plus frissonner. Ils avaient appris par Paolo Rossi que Raffaele avait quitté la région, vendant ses affaires pour s'installer ailleurs, peut-être pour recommencer sa vie sur de nouvelles bases. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel de Matera, Giovanni réalisa que parfois, les plus belles histoires ne sont pas celles qui commencent par « il était une fois », mais celles qui finissent par « et ils vécurent en paix ». Car la paix, contrairement au bonheur parfait des contes de fées, se mérite, se construit jour après jour, sur les fondations solides de la vérité. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Giovanni, Martina et Isabella vous a touché au cœur. Cette histoire nous rappelle que parfois, les secrets les mieux gardés sont ceux qui nous protègent, et que la vérité, même douloureuse, peut libérer les âmes prisonnières du mensonge. Pour découvrir d'autres récits aussi captivants, n'hésitez pas à explorer notre playlist spéciale en cliquant sur votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner un like à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la condition humaine. Ne manquez pas nos prochains contenus et surtout, racontez-nous dans les commentaires quelle émotion cette histoire a éveillée en vous.